Je n'ai jamais été du genre paranoïaque. J'ai toujours pensé que la peur exagérée des gens venait davantage de leur imagination que de la réalité. J'ai grandi en croyant que la plupart des frayeurs nocturnes avaient une explication simple, que les ombres n'étaient que des ombres, que les bruits étranges provenaient en fin de compte de vieux tuyaux, du vent, du bois qui craquait. Je riais quand quelqu'un disait se sentir observé. Je trouvais cela propre aux personnes trop impressionnables. Mais aujourd'hui, je sais que la frontière entre l'imagination et la réalité n'est pas aussi claire qu'elle en a l'air, et que le moment où vous vous en rendez compte ne s'annonce pas. Il survient, tout simplement. Et quand il survient, il est déjà trop tard pour faire semblant de ne pas l'avoir vu. Je vais commencer par le début. Il y a 5 ans, mon voisin d'à côté, Charles, ou Charlie, comme tout le monde l'appelait dans le quartier, a frappé à notre porte dans un état que je n'avais jamais vu chez aucun homme auparavant. C'était en début de soirée. Je m'en souviens parce que le soleil n'avait pas encore complètement disparu, mais la lumière était déjà suffisamment faible pour allonger les ombres dans le couloir de la maison. Quand j'ai ouvert la porte, il m'a fallu quelques secondes pour le reconnaître. Charlie a toujours été un homme ordinaire, discret. Le genre de personne que vous voyez tondre la pelouse le samedi matin, vous saluer de loin, échanger quelques mots sur le temps, mais ce soir-là, il semblait plus petit, voûté. Son visage était trop pâle, presque grisâtre. Ses mains tremblaient tellement qu'il devait les serrer l'une contre l'autre pour essayer de les contrôler. Sa voix faiblissait, avant même de former des phrases complètes. Il n'est pas entré. Il n'a même pas demandé à entrer. Il est resté là, immobile, comme s'il n'avait plus la force de faire un pas de plus. « Mon fils », fut la première chose qu'il parvint à dire. Nous avons appelé ma femme. Elle s'est approchée de la porte et, dès qu'elle a vu son état, elle a porté la main à sa bouche. Charlie a pris plusieurs profondes inspirations, comme s'il se préparait à dire quelque chose qui allait tout changer. Et cela a changé. Son fils de 14 ans avait disparu. Il n'était pas rentré de l'école. Il n'était pas allé chez des amis. Il n'avait donné aucun signe de vie. Il avait simplement disparu. La police avait déjà été prévenue. Des voitures patrouillaient dans les rues. Des questions étaient posées. En quelques heures, tout le quartier était en état d'alerte. Cette même semaine, le visage du garçon est apparu dans les journaux locaux, puis à la télévision. Des photos souriantes, prises lors d'anniversaires, à des dates qui semblaient désormais appartenir à une autre vie. Les gens en parlaient au marché, à la station-service, dans la rue. Tout le monde avait une théorie. Tout le monde voulait aider, mais personne n'avait de réponse. Ma femme et moi étions bouleversés pour eux. Nous ne pouvions pas faire grand-chose, si ce n'est offrir notre aide, notre soutien, des phrases qui semblaient vides face à une douleur aussi grande. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là. Si vous avez besoin de quelque chose, des mots qui semblent appropriés, mais qui ne changent absolument rien. Le temps a passé. Les mois se sont transformés en années. Aucun indice concret, aucun appel téléphonique miraculeux, aucune découverte qui aurait permis de clore l'affaire. Et, comme c'est souvent le cas dans ces situations, le silence a commencé à crier. Un silence lourd, présent, qui semblait occuper l'espace physique entre les maisons. Nous n'avons jamais eu le courage de demander si le corps avait été retrouvé. C'était une question que personne ne voulait poser. La poser signifiait accepter une possibilité que personne ne voulait nommer. Charlie et sa femme, Cathy, sont restés là, dans la même maison. Mais ils n'étaient plus les mêmes personnes. Cathy s'est complètement renfermée. Avant, elle était du genre à discuter à la porte, à échanger des recettes, à rire facilement. Après la disparition, elle a commencé à parler peu. Elle évitait le contact visuel. Elle semblait toujours fatiguée, même lorsqu'elle ne faisait rien. C'était comme si elle portait toujours un poids invisible sur ses épaules. Charlie, quant à lui, a changé d'une autre manière. Il est devenu inquiet, nerveux. Il regardait toujours autour de lui. Il semblait toujours pressé, même lorsqu'il n'allait nulle part. Le genre d'homme qui ne peut pas rester immobile en silence. Comme si le silence était trop dangereux. Pendant longtemps, tout cela semblait compréhensible, même attendu. Perdre un enfant de cette manière détruit n'importe qui. Rien de tout cela ne semblait trop étrange. Jusqu'à récemment. La semaine dernière, quelque chose a changé. Je sortais les poubelles, en fin d'après-midi, quand j'ai entendu des pas rapides derrière moi. Je me suis retournée et je suis tombée nez à nez avec Charlie. Il est apparu si soudainement que j'ai fait un petit bond de surprise. Il n'a pas souri, il ne m'a pas salué comme d'habitude. Il est allé droit au but. « Tim, tu pourrais me prêter une pelle ? Rien de grave. C'est ce que j'ai pensé sur le moment.
Il me l'a demandé comme on demande du sucre ou un outil quelconque. Sans réfléchir, j'ai laissé les poubelles là où elles étaient et je suis allée dans le garage chercher la meilleure pelle que j'avais. Quand je suis revenue, il semblait déjà impatient, regardant de tous côtés, comme s'il avait peur d'être vu. Je lui ai donné la pelle. Il m'a remercié trop rapidement. Il a évité mon regard. Il a dit qu'il avait besoin de faire un travail dans son jardin. Il a promis de me la rendre le lendemain. Puis il est parti. Quand je suis rentrée chez moi, je suis montée à l'étage presque par réflexe. Depuis la fenêtre de ma chambre, j'avais une vue dégagée sur son jardin. Ce n'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, observer mes voisins. Mais ce jour-là, quelque chose m'a attirée vers la fenêtre. Et c'est là que j'ai ressenti cet étrange malaise. Cette sensation qui commence petit, presque imperceptible, mais qui ne disparaît pas. Elle s'installe, elle grandit lentement. Charlie était en train de creuser. Pas un trou ordinaire, pas quelque chose de petit, comme pour planter un arbre ou aménager le jardin. C'était un grand trou, profond, disproportionné. La terre était éparpillée tout autour de manière désordonnée. Il transpirait beaucoup. Il s'arrêtait pour respirer. Il passait sa main sur son visage. Il regardait autour de lui. Il continuait. Pour un homme de 56 ans, cela semblait être un effort trop important. Il y avait quelque chose de désespéré dans ses mouvements. Ce n'était pas du travail. C'était de l'urgence. Instinctivement, j'ai pensé à l'aider. J'ai pris mon autre pelle et je me suis approchée. Je pensais que j'exagérais peut-être, que mon esprit créait quelque chose là où il n'y avait rien. Dès que je l'ai appelé, tout a changé. Charlie s'est figé. Il a lâché la pelle que je lui avais prêtée comme si elle lui brûlait les mains. Il s'est retourné lentement. Son visage n'exprimait pas seulement la surprise. C'était de la panique pure, une panique brute, sans filtre. Il a pratiquement couru vers moi. « Non, non, Tim, je m'en occupe. S'il te plaît, va-t'en. » Cela n'avait aucun sens. J'ai essayé de rire, de détendre l'atmosphère, de dire que cela ne coûtait rien d'aider. C'est alors qu'il a complètement changé. Sa voix est devenue dure, froide, contrôlée d'une manière effrayante. Je ne te laisserai pas utiliser cette pelle dans mon jardin. Il a pointé du doigt le portail comme s'il chassait un animal. Je n'avais jamais été traitée de cette façon de ma vie. Je suis partie sans rien dire, mais je n'ai pas pu l'ignorer. Je suis rentrée chez moi en essayant d'agir normalement, mais tout en moi était bouleversé. La réaction de Charlie n'avait aucun sens. Ce n'était pas seulement de la grossièreté ou du stress, c'était de la peur, une peur réelle, du genre qu'on ne peut pas feindre. Je suis montée silencieusement à l'étage et je suis retournée dans ma chambre. La fenêtre était toujours là, comme si elle m'appelait. J'ai essayé de l'ignorer, mais mes pieds m'ont presque portée jusqu'à elle. J'ai écarté le rideau juste assez pour voir. Charlie continuait à creuser. Ses mouvements étaient désormais plus rapides, moins prudents. Il semblait irrité. Comme si le simple fait d'avoir été interrompu avait tout mis en péril. Il a creusé pendant encore une demi-heure. Le ciel s'était complètement assombri. La seule source de lumière provenait des lampes extérieures de la maison et d'un lampadaire lointain dans la rue. À un moment donné, il s'est arrêté. Il posa la pelle par terre et resta immobile. Il regarda autour de lui, vers le haut, vers les maisons voisines, comme quelqu'un qui vérifie qu'il est seul. Mon estomac se noua lorsque je compris que ce mouvement n'était pas aléatoire. Il vérifiait les fenêtres, y compris la mienne. Et puis, il me regarda droit dans les yeux. Ce n'était pas un regard rapide, ce n'était pas accidentel. Il est resté immobile, à me fixer. Je me suis figée. Tout mon corps s'est bloqué. Cela n'a duré que quelques secondes, mais elles m'ont semblé interminables, assez longues pour que je sente mon cœur battre dans mon cou. Je me suis éloignée de la fenêtre, faisant semblant de rien, comme si cela pouvait effacer ce qui venait de se passer. Ce jour-là, il n'est pas retourné dans le trou. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un étrange état d'alerte. Nous avons dîné en silence. Ma femme a remarqué que j'étais distrait, mais elle ne m'a rien demandé. Je n'ai rien dit. Je n'étais encore sûre de rien. Et une partie de moi avait peur d'en faire quelque chose de plus important que ce que c'était réellement. Mais au fond, je savais déjà. Je savais que quelque chose allait se passer cette nuit-là. Et c'est ce qui s'est passé. À 1h30 du matin, je me suis réveillée avec un bruit sec et métallique. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce que c'était. Puis je l'ai entendu à nouveau. Du métal frappant le sol. Ce n'était pas fort, mais c'était clair, rythmé, constant. Un bruit qui n'aurait pas dû être là à cette heure-là. Ma chambre était complètement sombre. Je ne voyais rien par la fenêtre.
Je me suis levée lentement, en essayant de ne pas faire de bruit. J'ai descendu les escaliers avec précaution. J'ai ouvert la porte arrière lentement, sentant l'air froid de l'aube me frapper le visage. Je suis allée au fond du jardin et j'ai jeté un œil par-dessus la clôture. Charlie était là. Il creusait à nouveau. Il portait une petite lampe frontale. La lumière tremblait au rythme de ses mouvements, créant des ombres déformées sur les murs. À chaque pelletée de terre, le son semblait plus lourd, plus définitif. Je suis restée là à observer pendant quelques minutes, essayant de me convaincre que cela ne signifiait rien. Mais quelque chose en moi criait le contraire. Puis il est rentré dans la maison. La porte s'est fermée. La lumière du jardin s'est éteinte. C'est à ce moment-là que j'ai fait quelque chose que je sais aujourd'hui que je n'aurais pas dû faire. J'ai regardé autour de moi. Le quartier était silencieux. Aucune lumière allumée. Aucun mouvement. J'ai sauté par-dessus la clôture. Mon cœur semblait vouloir sortir de ma bouche. Chaque pas que je faisais vers le trou me semblait mauvais. Comme si je franchissais une limite invisible. Le trou était là, ouvert, plus grand que je ne l'avais imaginé. La terre était encore meuble, fraîchement remuée. Je me suis agenouillée lentement et j'ai regardé à l'intérieur. La lune était la seule source de lumière, et cela suffisait. Au fond du trou, partiellement recouvert de terre, un morceau de sac poubelle noir dépassait du sol. Le plastique brillait légèrement sous la lumière de la lune. Je suis restée paralysée. J'ai regardé la porte arrière de sa maison. J'ai regardé à nouveau le trou. J'ai fait cela plusieurs fois, essayant de décider si je voulais connaître la vérité. Chaque seconde passée là semblait augmenter le risque d'être pris. Mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse. Les pensées se bousculaient, le fils disparut, les années de silence, le comportement étrange, la peur. Finalement, la peur l'a emporté. Je me suis levée trop vite, glissant presque sur la terre meuble, et j'ai couru vers mon jardin. Je venais à peine de sauter la clôture quand j'ai entendu sa porte arrière s'ouvrir à nouveau. Il est sorti, mais pas pour creuser. Il est resté immobile pendant quelques secondes. Puis, il a contourné la maison et a disparu de mon champ de vision. J'ai attendu. Quelques secondes, des minutes, rien. Je suis rentrée dans la maison et je suis montée dans ma chambre. Je me suis allongée à côté de ma femme, essayant de contrôler ma respiration. Je n'ai presque pas dormi. Le lendemain matin, la première chose que j'ai faite a été d'aller à la fenêtre. Le trou avait disparu. La terre était complètement nivelée. Aucun signe de creusage. Aucune marque évidente. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Mais quelque chose d'autre a attiré mon attention. Le SUV de Charlie était garé dans la rue, pas dans le garage, comme d'habitude. Et l'appel ? L'appel n'a jamais été rendu. Les jours suivants ont été étranges. Charlie a commencé à m'éviter de manière flagrante. Si je sortais de la maison, il entrait. Si j'arrivais, il disparaissait. Nous ne nous sommes plus jamais adressé la parole. Et puis, hier, quelque chose s'est produit qui a aggravé la situation. Par hasard, j'ai regardé par la fenêtre en direction de sa maison. Charlie était debout devant l'une des fenêtres du 2e étage, immobile. Il m'observait. Lorsque nos regards se sont croisés, il a immédiatement fermé le rideau. Cela s'est passé en plein jour. Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma femme, parce qu'au fond, j'avais peur d'entendre à voix haute ce que mon esprit me murmurait déjà. Et surtout, je ne savais pas quoi faire. Mais ce n'était pas la première fois que mes voisins m'apprenaient que le danger ne vient pas toujours de loin. Des années avant Charlie, bien avant que j'apprenne à reconnaître ce type particulier de peur qui ne crie pas, mais observe, j'avais déjà eu mon premier contact avec quelque chose de similaire. À l'époque, je n'avais pas encore les mots pour le décrire. Aujourd'hui, avec le recul, je sais exactement ce que c'était. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de l'imagination. C'était le sentiment d'être marqué. J'avais 15 ans et je vivais avec mes parents et mon petit frère dans une autre maison. C'était un quartier ordinaire, trop calme pour attirer l'attention, le genre d'endroit où les gens se saluent par politesse, mais s'impliquent rarement. Nous n'avons jamais été proches de nos voisins. À côté de chez nous vivaient 2 frères, Eric et Todd, avec leur père. Nous connaissions leurs noms, mais c'était à peu près tout. Nous ne jouions pas ensemble. Nous ne parlions pas. Ils étaient juste présents. Jusqu'au jour où Todd a traversé la rue pendant que mon frère et moi jouions au basket dans le garage. Il s'est approché sans sourire.
Il a demandé si c'était vrai que nous allions déménager. La question m'a semblé étrange, mais pas alarmante. J'ai répondu que oui, qu'il ne restait que quelques mois. Il est resté silencieux pendant quelques secondes, comme s'il évaluait quelque chose. Puis il a suggéré que le lendemain, nous allions à la rivière, plus loin, pour tirer avec des pistolets à billes. Il l'a dit avec beaucoup de naturel. J'ai accepté sans trop réfléchir. C'était le week-end. Mon frère, de 5 ans mon cadet, a demandé à venir aussi. Todd a accepté sans hésiter. Le lendemain, en fin d'après-midi, ils se sont présentés à notre porte. Ils portaient des vêtements de camouflage. Ils transportaient un grand sac lourd. Cela m'a semblé exagéré. Les pistolets à billes ne nécessitèrent pas un tel niveau de préparation. Mon frère m'a regardé et a retenu son rire. J'ai fait de même. Nous pensions que c'était une blague. Sur le chemin vers la rivière, nous n'avons presque pas parlé. Leur silence était gênant. Ce n'était pas de la timidité. C'était quelque chose de fermé, de calculé. Lorsque nous sommes arrivés dans les bois, Todd a jeté le sac par terre et a ouvert la fermeture éclair. Ce qu'il y avait à l'intérieur n'était pas des pistolets à billes. C'étaient de vraies armes. Avant que je puisse réagir, Eric en a pris une et a commencé à tirer de l'autre côté de la rivière, comme s'il testait son tir. Le bruit a résonné dans la forêt. Mon estomac s'est noué. J'ai immédiatement senti un frisson me parcourir l'échine. J'ai pris l'arme des mains de mon frère et l'ai remise dans le sac, avec l'autre. J'ai dit que cela nous mettait mal à l'aise et que nous allions partir. Ma voix était trop ferme pour quelqu'un de mon âge, mais je devais leur faire comprendre que ce n'était pas négociable. Ils étaient furieux. L'un d'eux a proféré des insultes. L'autre nous a regardés avec une haine silencieuse. Ils n'ont plus rien dit pendant que nous nous éloignions. Cette nuit-là, je me suis réveillée avec une sensation étrange sur le visage. Du froid, du vent. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu que ma fenêtre était grande ouverte. Avant que je puisse bouger, j'ai senti quelque chose de dur toucher l'arrière de ma tête et une voix a murmuré « Chut !» J'ai immédiatement reconnu cette voix. C'était Todd. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. Mon corps tout entier est entré dans un étrange état de paralysie consciente. Je savais exactement ce qui se passait. Il m'a dit, d'un ton trop calme, que si je parlais à quelqu'un, en particulier à son père, des armes ou de sa visite, il reviendrait. Et il ne reviendrait pas seul. Il tuerait toute ma famille. Je l'ai cru. Il a légèrement poussé ma tête avec son arme avant de sortir par la fenêtre, comme pour s'assurer que le message avait bien été compris. Après cela, presque toutes les nuits, j'en voyais un debout à l'une des fenêtres de la maison voisine, regardant vers ma chambre, parfois vers celle de mon frère. Ce n'était pas toujours le même, ce n'était pas toujours à la même heure, mais c'était suffisamment fréquent pour que la peur devienne une routine. Une semaine avant le déménagement, une pierre a frappé ma fenêtre vers 1h du matin. Quand j'ai regardé dehors, Todd pointait une arme sur moi. Quand je me suis jetée au sol, j'ai entendu des rires. Nous avons déménagé peu après. Je n'en ai jamais parlé à personne, ni à mes parents, ni à mon frère. Je voulais croire que tout cela était derrière moi. Des années plus tard, adulte, vivant seul, je pensais enfin être libérée de ces expériences. Je me trompais. Le quartier où je vis actuellement n'est pas terrible. C'est tout ce que je pouvais me permettre. Mes voisins d'un côté sont bruyants. De l'autre, ils sont différents. 2 femmes. L'une plus âgée, visiblement aigrie, l'autre plus jeune, avec de graves problèmes mentaux. Des cris constants, des crises, des regards. Parfois, je les voyais dehors. La plus âgée tenait l'autre pendant qu'elle criait, se balançait et me montrait du doigt. Cela me mettait profondément mal à l'aise. Certains soirs, je rentrais chez moi juste pour ne pas avoir à les affronter. Jusqu'à la nuit où j'ai perdu patience et où je suis allée leur demander de se taire. C'était une erreur. Quelques heures plus tard, je me suis réveillée dans le noir avec le sentiment que je n'étais pas seule. J'ai entendu une respiration. J'ai pris mon téléphone portable. Lorsque la lumière a éclairé le coin du lit, j'ai vu son visage. La femme mentalement instable. Elle observait. Elle a crié. J'ai crié. J'ai couru. Elle m'a suivie. J'ai verrouillé la porte. J'ai appelé la police. Elle a été emmenée cette nuit-là.
L'autre femme m'a regardée avec une haine silencieuse que j'avais déjà vue auparavant. Une haine qui promet. Elles vivent toujours là-bas. Et maintenant, je dors enfermée. Parce que j'ai appris, de la pire manière qui soit, que la véritable terreur vient rarement des monstres, des forêts ou des lieux abandonnés. Elle vit à vos côtés. Elle apprend votre routine. Elle observe. Et parfois, elle attend.